Alors, qu'est-ce que l'identité ? L'identité, c'est le caractère permanent et fondamental d'un individu, d'un groupe. Qu'est-ce que l'affiliation ? C'est une suite d'individus directement issus les uns des autres. C'est donc le lien qui unit un individu à son père, à sa mère. Aussi, ainsi, il sera indispensable d'appréhender et donc de préciser ce que les techniques d'assistance médicale à la procréation gérées en France par les diverses lois de bioéthique peuvent concerner les concepts « qu'est-ce qu'un père ?» « qu'est-ce qu'une mère ?» Que signifie concrètement un ovule, un utérus, un spermatozoïde et un embryon pour le judaïsme. Toutes ces notions doivent être reliées aux sources inscrites dans les textes fondateurs que sont la Torah, le Talmud, Mishnah et Gemara, textes fondamentaux du judaïsme rabbinique et à la base de sa halakha, c'est-à-dire la loi juive sur laquelle se réfèrent les poskim, c'est-à-dire les rabbins décisionnaires, reconnus comme décisionnaires, pour élaborer les teshuvot, c'est-à-dire les réponses aux she'elot, aux questions posées. Le premier pays au monde où on a eu une stérilisation eugénique, c'est en Indiana, aux États-Unis, en 1907. Et après, vous voyez, tous les pays, je ne vous ai pas mis tous les pays parce qu'il n'y avait pas assez de place sur le slide, il y a énormément de pays qui ont eu une politique de stérilisation de force, et les chiffres que je vous ai mis, c'est vraiment, quand on réfléchit, c'est quelque chose d'incroyable. C'est à quel moment les pays ont décidé d'enlever cette loi de leur codex de loi national. En Suisse, jusqu'en 1985, il y avait une possibilité à l'État de prendre une personne de force et de la stériliser, pour des questions eugéniques. Et comme vous voyez, dans tous les différents pays, en Suède, au Japon, etc. Je n'ai pas dit qu'ils ont appliqué cette loi. Je ne pense pas qu'ils ont, après la Shoah, un pays ait appliqué cette loi. Mais le sortir de son codex de loi, ça a pris énormément de temps. En France, d'ailleurs, il y a eu une proposition qui a été refusée certainement le Parlement français, à l'époque, de refuser de faire ce genre de pratiques épouvantables. Il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes dans le monde et aux États-Unis. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une commission aux États-Unis, dans les différents pays, en Caroline du Sud, en Indiana, etc., pour pouvoir vérifier cette histoire de stérilisation jusqu'en dans les années 50 et 60, et de donner des indemnités aux gens qui ont été stérilisés de force. Et il y a des vérifications qui ont été faites, il y a des gens qui sont tout à fait normaux, qui n'ont aucun problème. Ils étaient simplement des gens simples, etc., peut-être, mais pas des gens avec des maladies graves. Donc en ce début de XXIe siècle, au moment même où la médecine s'engage chaque jour davantage du côté d'une médecine numérique, hyper technique, personnalisée, mais aussi du côté de la télémédecine, à l'Institut Imagine Hôpital Necker aujourd'hui, on sait combien il est fondamental de rappeler et de préserver une politique qui valorise la relation humaine au cœur du partenariat médecin-malade. Et c'est là précisément que les psychanalystes trouvent leur place au sein de ce dispositif et dans la mise en œuvre même de cette politique. C'est ce qui se poursuit aujourd'hui à l'initiative du professeur Munich dans la consultation de génétique dont je fais partie. Mais je dois dire aussi sur les traces de Pierre Royer, qui était une grande figure de la néphrologie pédiatrique française et qui, dès les années 60, a ouvert les portes à la psychanalyse en envisageant et en considérant dans sa clinique aussi la dimension de la subjectivité de l'enfant malade et de sa famille. Ainsi, dans la consultation hospitalière de génétique, le corps soignant, représenté par le généticien et le psychanalyste, reçoit ensemble les présents et les enfants à venir, mais aussi les absents, dont la présence muette et silencieuse se révélera tout aussi éloquente. En fait, tout le monde est là. Écouter et entendre ce qui se joue derrière la demande officielle de l'enquête génétique, à l'écoute du désir et du fantasme qui croisent les questions délicates de filiation et de transmission. La question devenant alors, comment le sujet fait-il pour vivre avec ce réel-là, celui de la maladie et de la mort qui parfois peut hanter plusieurs générations. Je crois quand même que toutes ces questions, nous ne sommes pas trop de deux pour les entendre, chacun de notre fenêtre, et il pourra être proposé, grâce au dispositif même de la consultation et dans son après-coup, de les élaborer pour tenter d'échapper à cette sorte de destin funeste qui gèle parfois la dynamique psychique de toute une famille.
Et on sait bien à quel point il peut être difficile de faire autrement que ses parents, tout en préservant la filiation et une certaine continuité d'existence.